Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et c'est ça que signifie beau, C'est très beau. C'est magnifique. Hein. C'est très beau, mais alors simplement, on n'a pas fait ça du tout. Alors, c'est très étonnant, mais on entre tout de suite là dans le vif du sujet. Hein. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de commentaire des travaux de la commission qui ont réformé ce rite. Mais ça s'est passé de la manière suivante pour Charles X. L'évêque est venu frapper à la porte. On lui demande « Que voulez-vous ?» Il dit « Je viens chercher Charles X. » On lui a dit « Entrez. » Il est là, il était assis dans son fauteuil. Il s'est levé tout seul et il l'a suivi. Donc vraiment Alors, soit que on n'est plus su à l'époque, parce qu'il faut voir aussi qu'il pouvait y avoir comme déperdition de savoir d'un sacre sur l'autre, la signification de lui. Soit qu'on est craint, comme manifestement les réactions de la presse l'ont manifesté, parce que lorsque la presse a vu comment ça s'était déroulé, parce qu'il n'y avait personne, ça, ils l'ont lu, on leur a dit, et ils ont comparé avec la fois précédente, ils disent heureusement qu'on a fait ça, parce que c'était vraiment une mainmise intolérable du clergé. Le clergé vient sortir le roi de son lit, ça prouve que vraiment il a tout le pouvoir sur lui. Ouais. Et donc on a bien fait de le simplifier. Alors, est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est par anticipation de ça ? En tout cas, ça a été simplifié de cette manière-là. Et la presse a été contente, et la presse plus religieuse n'en a pas parlé. Elle a glissé dessus. Elle ne s'est pas plainte du changement qui était intervenu. Mais c'est déjà très, très curieux, parce qu'on a conservé le rite, tout de même. On aurait pu le supprimer, tout simplement. Hein. On a conservé ce rite qui est quand même la volonté de s'inscrire dans une tradition au long cours. Ouais. Et en même temps, on a dépouillé le rite de sa signification traditionnelle. Ce qui est très et en même temps encore, on peut dire que on peut aussi imaginer que pour Charles X, affirmant sa légitimité, parce que le sacre, il l'affirme. Absolument. Il l'affirme complètement. Et du reste, ça se confirme il entre dans la cathédrale. Traditionnellement, l'archevêque lui pose une question, lui demande son soutien. Il fait ce qu'on appelle le serment ecclésiastique. Après quoi, l'archevêque, ayant reçu ce serment ecclésiastique, en appelle au peuple. C'est le consensus populaire. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le roi soit roi, hein ? Et alors, tout ça, c'est supprimé. Il n'y a plus. Il n'y a pas de serment ecclésiastique et il n'y a pas d'appel au peuple. Alors, là aussi, les interprètes divergent. Certains disent « Oh là là, il était tellement fragile qu'on ne voulait pas risquer que quelqu'un se mette à dire non, ça non, pouvait être non. » dangereux, oui, c'est pas faux. En fait, pas du tout. Enfin, l'enthousiasme était... À Reims, en tout cas, à Reims. À Paris, on le verra tout à l'heure, mais c'est autre chose. Mais à Reims, il était très grand et ça ne se serait pas produit. Mais encore, cette affirmation de légitimité. Oui, c'est ça. Chateaubriand, dans un texte ultérieur, son Histoire de France, il dit que le sacre a usurpé l'élection. L'appel au peuple, c'est un reliquat de l'élection. Et donc, il affirme sa légitimité, il ne passe pas par l'accord du peuple. C'est pas bête. J'aime bien ce côté sacralisé de l'évêque qui vient chercher le roi. Je me demande si, aux États-Unis, par exemple, quand le président des États-Unis va au Sénat faire son discours de l'État de l'Union, etc., il doit demander, pareil, il frappe à la porte et il dit qui me demande. Le président des États-Unis demande à avoir le président du Sénat et à entrer, etc. Je me demande s'il y a eu des liens comme ça. C'est fort vraisemblable. Je trouve ça très beau. Il y a une certaine... très formel. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, le roi dormant, c'est magnifique. Ah oui, c'est superbe. Et c'est drôle que ce soit Charles IX qui ait créé ça, et que Charles X, finalement, à la fois le reprenne, mais en même temps l'escamote un peu. Quoi. Voilà, c'est assez drôle. C'est le paradoxe du personnage. Toute l'ambiguïté, et qui se reflète tout au long de la cérémonie, par des suppressions dans les prières, par tout le 7 heures qui passe à 4, en fait. C'est ça. Il faut m'accélérer ça, parce que j'ai pas le temps, ça fait les 3 messes basses. Mais lui était en pleine forme, il avait une santé de jeune homme, c'était pas comme son frère. Effectivement. J'imagine que les personnes dans la cathédrale étaient triées sur le volet. Bien sûr. Ah oui, invitation sur lettre close. On se doute bien que personne allait se lever en disant non, je suis pas d'accord. Ah oui. Donc, ou alors il serait complètement fou, il aurait fini à
la Bastille de l'époque. Oui. Non, enfin, je vois que la question ne se posait pas. Oui. C'est une interprétation Bien sûr. d'historien du XXe s'être dit ça. Est-ce qu'on a eu la fameuse ampoule, le 5 Alors, c'est une vraie question, miraculeusement, quelqu'un s'est présenté lorsque Rulle, le conventionnel Rulle, a détruit la Sainte-Ampoule. Oui. Il y a quelqu'un qui a miraculeusement sauvé une petite parcelle du crémier qui a permis de le reconstituer. Bon, on l'a cru, on a été content de le croire, pour ceux qui y ont cru, et pour ceux qui y croyaient d'ailleurs. Et voilà, donc le roi a pu être oint à 7 reprises, plus 2 reprises, plus dans les paumes des mains, ça fait 9 au total. Ouais. Et donc être sacré après avoir prêté ce que tout le monde attendait, parce que personne ne savait ce qu'il en était du déroulement de la cérémonie, de l'ordo c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait une autre question qui demeurait pendante, on ne savait pas comment le sacre se déroulerait, comment se dérouleraient les principales étapes, le roi dormant, les écrouelles. Mais il y a une autre question qui était tout à fait pendante, c'était celle du serment à la charte. On peut peut-être rappeler, rappeler à tout le monde ce que c'est que cette fameuse charte, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, la charte, c'est le texte constitutionnel qu'a octroyé Louis XVIII à son arrivée sur le trône, au mois de juin 1814, pour alors contrecarrer d'abord ce qu'on avait les sénateurs d'Empire s'étaient empressés de faire une constitution dans laquelle ils déclaraient qu'ils appelaient librement le roi Stanislas à régner sur le trône. Alors ça, pour Louis XVIII, était évidemment absolument inacceptable. Il était roi de droit divin depuis la mort de son neveu, en 1795. Donc, la liberté des sénateurs, non. Donc, il a fait une charte qui est un texte, alors, après un préambule aux tonalités très ancien régime, avec des formules assez désuètes, qui est due à la plume de Beugnot. La charte est un texte dont la rédaction a été assez bâclée. D'après des témoins, la 3e partie de la charte a été rédigée très très vite. Il n'est même pas certain que le roi l'ait examiné de près. Mais en tout cas, c'est un texte de compromis qui fait sa part à la société issue de l'Empire. C'est ça. Et qui fait sa part à une certaine ouverture, ce qui va être toute la vie politique de la Restauration va être animée. La moitié du 19e siècle, c'est ça. Voilà, par la question de l'interprétation de la charte. Va-t-on vers le parlementarisme ou bien est-ce une borne définitive qu'on a mise à une évolution déplorée, mais qu'on est obligé d'accepter? Alors après, on entre dans des nuances qui sont très très importantes, parce que selon que le roi dit qu'il va prêter serment à la charte et aux lois fondamentales de la monarchie. Ou bien il met les choses dans l'autre sens. D'abord les lois fondamentales et ensuite la charte, ça prend une signification tout à fait différente. Et Charles X, qui s'était bien gardé d'être présent le jour où Louis XVIII a fait prêter serment à la charte. Donc il n'est pas très, très, très favorable. On va voir pourquoi après. Oui, bien sûr. Mais Charles X, qui n'était pas favorable, a commencé par dire qu'il allait prêter, quand il est à son avènement sur le trône en septembre 24, qu'il allait prêter serment à la charte. Et puis, à la fin de l'année, lors de l'ouverture des chambres, le 22 décembre, il ne parle plus de serment à la charte, il parle de serment aux institutions léguées par son frère, par le roi mon frère. Alors, institution, dans un climat qui avait déjà commencé à se dégrader beaucoup, ça a frappé l'oreille de pas mal de personnes, et on voit le chancelier Paquier qui dit, mais enfin quoi, la liberté des cultes, c'est pas une institution. C'est à quoi ça rime? Derrière ce mot institution, on subodorait que Charles X allait finalement ne pas prêter serment à la charte. On fait observer que Chateaubriand a écrit une brochure dès la mort du roi. On lui a d'ailleurs assez sévèrement reproché de s'être empressé à ce point, parce que sa brochure était prête. Oui, il était suffisamment mal en point. Elle était prête et
Et donc, il plaidait pour le sacre, Charles Chateaubriand. Il plaidait pour le sacre au point qu'après, il s'est attribué le mérite d'avoir été à l'origine du sacre. Mais lui, qui s'est présenté comme l'instituteur de la charte auprès des royalistes, etc., n'utilise pas dans ce texte le mot charte, mais utilise le mot institution. Ah, c'est drôle. C'est très révélateur des tensions et des enjeux que pouvait revêtir cette affaire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.